Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Tel est commandant devant ses troupes, Honoré Mbanda est tombé devant ses troupes. Honoré Mbanda est tombé dans les champs de bataille. Cet homme qui a longtemps milité pour la libération de son pays. Cet homme, Honoré Mbanda, qui nous a éclairé, qui a éclairé le peuple congolais que le pays était annexé, le pays était pris en otage. Honoré Mbanda qui a donné son temps, justement, et sa vie pour pouvoir éclairer aux Congolais qu'il y avait un problème dans ce pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Il était un grand combattant résistant. Honoré Mbanda s'est battu comme un éclaireur. Mais voilà qu'aujourd'hui, le ciel a décidé autrement. Il est tombé au fond. Il est tombé au fond parce que la plupart des Congolais ne l'ont pas suivi. La plupart n'ont pas entendu son message. Mais beaucoup quand même l'ont écouté. Mais de ceux qui l'ont écouté, il y a ceux qui sont restés fidèles. Mais certains, justement, ont été sceptiques par rapport à son combat. Mais hélas, le message est resté parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages pour ce combat. Le combat de libération. Le combat pour lequel il est mort. Le combat pour lequel, justement, il a donné son temps, sa vie, son expérience et ses témoignages. Il en a donné beaucoup. Voilà qu'en ce matin du 21 mars 2021, l'Éternel, celui qui l'a envoyé sur cette terre, a décidé autrement. Il a rappelé auprès de lui. Mais ceci ne va pas arrêter ce combat d'Honoré Mbanda. C'est un digne fils du Congo qui a constaté qu'il s'est passé un problème dans ce pays. Il a pris le bâton de pèlerin justement avec tout le courage qui était le sien pour expliquer aux Congolais et au monde entier que son pays, le Congo, l'ex-Zaïre, pour lequel il a travaillé aussi avec le régime du maréchal Mobutu, toute l'expérience qu'il a acquise pendant cette période, il a voulu faire participer, faire profiter aux Congolais, surtout à la nouvelle génération qui ne connaissait pas l'histoire de son pays. Le pays était annexé, le pays est occupé, le pays est pris en otage. Nous avons des Rwandais au Congo, parce que dans l'armée congolaise, il y a des Rwandais. Honoré Mbanda fustigeait tous les jours ce message aux Congolais. Mais est-ce que ce message est passé? Est-ce que ce message est rentré dans la conscience générale des Congolais, la conscience collective du Congolais? Hélas, l'histoire nous en dira plus. Aujourd'hui, nous avons voulu consacrer cette émission géopolitique, c'est justement à l'hommage. Hommage à cet homme qui s'appelle Honoré Mbanda, comme je venais de le présenter. Ce n'est pas quelqu'un qu'on puisse encore présenter parce qu'il est suffisamment connu.
Mais parce que nous rendons cet hommage ne peut être mieux rendu que par les Congolais eux-mêmes. Ainsi donc, nous avons, dans le cadre de cette émission Hommage à Honoré Mbanda, invité en duplex dans cette émission Géopolitics des Congolais, des intellectuels qui sont installés en Europe, ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont écouté, ceux qui ont suivi son message, veulent en tout cas témoigner, participer à cet hommage. Il s'agit juste d'un hommage. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Honoré Nganda a existé, il a laissé un message. Voilà. Bonsoir et bienvenue à cette émission Géopolitics. Cette émission, justement, nous allons la conduire comme nous avons l'habitude de le faire. Et pour alimenter, justement, le témoignage autour d'Honoré Nganda, nous avons pris un panel de Congolais qui a accepté de participer à cette émission. Merci en tout cas pour vous qui nous regardez. Merci à tous ceux qui nous ont écrit récemment par rapport aux différentes émissions que nous avons faites il y a quelques jours. Merci de vos témoignages. Nous allons revenir justement, nous allons réagir à toutes les suggestions que vous nous avez faites. Merci. Alors, pour participer à cette émission, nous avons en duplex 3 invités, 3 citoyens congolais qui ont accepté justement de faire témoignage à Honoré Nganda. Pour commencer, nous avons M. Pascal Kamani. Bonsoir, M. Pascal Kamani. Bonsoir. Voilà, je rappelle que vous êtes analyste politique. Vous vivez en France et vous avez voulu justement participer à cette émission dédiée à M. Honoré Nganda, n'est-ce pas? Tout à Et nous fait. avons également M. Martin Kwengienda. M. Martin Kwengienda, il est écrivain, il est en même temps professeur, n'est-ce pas? Et il est maire adjoint. Il était maire adjoint, je crois, il m'a dit tout à l'heure, mais c'est cela, c'est cela. Donc, il va vous-même vous le préciser, maire honoraire plutôt, excusez-moi, et en même temps, il est écrivain. Et enfin, nous avons M. Christophe Massamba. En tout cas, c'est le panel d'aujourd'hui. M. Christophe Massamba, lui, c'est un homme vraiment expérimenté dans le milieu politique. Il est en même temps président des partis politiques, justement congolais, un parti politique vraiment pour lequel M. Christophe Massamba est très actif et c'est un homme aussi qui s'est battu, qui se bat toujours justement pour la libération du Congo. Monsieur, bonsoir. 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 Voilà. Tel que je l'ai présenté tout à l'heure, tel que je l'ai introduit, en tout cas cette émission, il s'agit d'un hommage à M. Honoré Nganda. Je vais commencer par M. Christophe Massamba. Qu'est-ce que vous en savez de M. Honoré Nganda? Ce que je peux dire de lui, c'est que à l'époque, je suis arrivé en 85 en France et j'étais à l'époque réfugié politique. Je ne pouvais pas à l'époque rentrer au Congo vu mon statut. Et à cette époque-là, il était le chef des renseignements. Je le connaissais comme chef des renseignements, mais pas très bien non plus. Parce que je sais qu'il est passé par Bruxelles. Ensuite, il a occupé d'autres fonctions dans les renseignements au pays. Mais je n'en savais pas plus. Mais sauf que, après, lors des histoires de la conférence nationale, il y a eu une période où il a été ministre de la Défense. Et par la suite, il a été le conseiller spécial du maréchal Mobutu. Donc, j'étais l'opposant et je le considérais comme une pièce de la dictature de Mobutu. Une des pièces de la dictature de Mobutu. Mais par contre, après la chute de Mobutu, moi-même, je suis rentré au Congo, mais à mon retour en France, on a connu toutes les difficultés du système rwandais au Congo, qui commençait à savoir par leur présence avec tout ce qu'ils faisaient sur place. Donc, Nganda, c'était l'oppresseur. Il faisait partie des oppresseurs. Mais tout de suite après la sortie du bouquin, il a publié un livre qui avait comme titre « Ainsi sonnent les glas, les derniers jours du maréchal Mobutu ». J'ai acheté ce bouquin et je l'ai lu.
Et c'est là que j'ai compris qu'on avait affaire à une personne très importante, je suis qu'il était quelqu'un de très spirituel, tout en étant pasteur avec le service de renseignement, ancien administrateur, l'homme politique, j'ai vu qu'il était l'homme politique après, officier de renseignement, mais en plus, après avoir lu ses bouquins, c'était un intellectuel. Et il s'est passé, je crois, 6 mois après la sortie de ses bouquins, il y a eu une conférence organisée dans une salle du Sénat en France. Je ne me rappelle plus si c'était le Sénat ou l'Assemblée nationale. Peut-être l'Assemblée nationale, mais je ne me souviens pas très bien. Mais c'est une des salles officielles de France. Je suis allé assister et là, j'ai vu que on réfléchissait un peu de la même façon. On était sur la même voie. Mais moi, étant politique également, je me suis réservé de lui apporter des fleurs sans le combattre. J'ai considéré que c'était l'homme, par la suite, et j'étais convaincu, avec tout ce travail intellectuel qu'il a fourni, que c'était l'homme qui accompagnait les Congolais vers la libération. Parce que n'oublions pas que Laurent Désiré Kabila a été assassiné, et après son assassinat, nous avons connu la vérité sur l'occupation du Congo. Mais nous ne pouvions pas... Moi, je me dis que si, en tant qu'opposant au système mis en place au Congo, moi, j'avais un revolver avec moi, lui, il était venu avec un char de combat, à la limite même des lance-missiles de type sophistiqué. Voilà, pour moi, c'était un grand combattant, un grand leader et un grand éclaireur pour notre pays. Et nous avons aujourd'hui le malheur de perdre celui dont on avait le plus besoin et au moment où on avait encore plus besoin de gens comme lui, de son niveau. Bon, à nous maintenant de continuer le combat. Hein. Le combat n'est pas terminé. Il nous a légué un combat que nous avions commencé. Et lui est venu avec les armes lourdes. Maintenant, on va s'occuper de ça. Les armes qu'il nous a laissées, c'est le savoir. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Il a sorti Stratégie du chaos. C'est un bouquin que j'ai lu. Crime organisé en Afrique centrale. Ainsi sonne les glas. Et puis, évidemment, d'autres. Il en a sorti 6. Donc, il nous a légué, il nous a laissé quelque chose. Des armes avec lesquelles nous allons nous battre. Voilà. Voilà, je rappelle que vous êtes le président national du parti politique Progrès Intégral, n'est-ce pas? Parti congolais de Progrès Intégral, en sigle PCPI. Voilà, merci. Alors, nous allons passer à M. Pascal Kamani. Votre témoignage sur M. Honoré Ngwanda? Oui, merci, merci pour la parole, merci pour l'invitation. Je suis content de participer à cette émission, à votre chaîne pour la première fois. Donc, c'est vrai que M. Honoré Ngwanda, dire que je l'ai connu sous des casquettes, en fait. Puisqu'au départ, il faut rappeler qu'il était, il était parmi le classique de la Deuxième République. On a tous les souvenirs du régime Mobutu avec la brutalité, la torture, tout ce qu'on a connu. Bon, c'est vrai qu'à un moment, il y a eu un mouvement de protestation contre Mobutu où j'étais à l'époque jeune et étudiant. Donc, je pris part à ces mouvements de contestation. Bon, pour nous, Honoré Ngwanda était l'ennemi de la République. C'était un peu, on pouvait le considérer à l'époque comme un rebut de la nation. Donc, c'est vrai qu'on avait un peu cette image-là de lui. Mais pour la deuxième partie de sa vie, politique, comme homme politique surtout, j'ai découvert ça ici. C'est vrai qu'au début, on était un peu sceptique
on était un peu dubitatif, puisque c'est vrai que c'était pas facile de faire l'amalgame entre le Rwanda du régime Mobutu et le Rwanda qui combattait le nouveau régime de Laurent Désiré Kabila, puisque tout le monde était pour la libération. Bon, c'est vrai qu'on était un peu aveuglés, donc c'est comme si on courait sans révélation, tête baissée. Mais je pense qu'il a eu le courage de commencer à dénoncer. Au début, ce n'était pas quand même facile, hein, vu son passé politique et surtout son rôle comme chef d'orchestre du système mobutien. Mais il a quand même, il était déterminé. Moi, je reconnais en lui surtout les qualités de quelqu'un de très intelligent, avec vraiment une grandeur d'esprit, quelqu'un qui est aussi très constant dans son combat. Et le troisième point que j'ai toujours apprécié enfin, le troisième point qui m'a beaucoup marqué, c'est surtout sa loyauté, puisque parmi tous les classiques du système mobutien, c'est lui qui est resté quand même fidèle, qui a accepté, au moins qui a eu le courage d'accepter. Il n'a jamais refusé de porter ses fardeaux du passé mobutien. Donc, je pense que c'est des qualités de personnes sur lesquelles on peut vraiment compter pour vraiment atteindre un objectif. Mais pour revenir surtout sur son combat, bon, je retiens qu'il est pour moi, c'est le père, je dirais que c'est le père de la résistance de la diaspora congolaise à l'étranger. Et je dirais aussi, c'est aussi bon, un peu comme, je dirais un peu comme, c'est un peu notre Moïse, ou Christ qui nous a laissé l'évangile qu'on doit normalement évangéliser son message de libération et surtout de l'occupation. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup scotché chez lui, c'était le message de la balkanisation. Et après plusieurs recherches, j'avais vraiment apprécié ce message et j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait vraiment une mission pour apporter un éclaircissement de la situation politique au Congo. C'est tout un enseignement, en fait. Je pense que M. Ngwanda nous a laissé des idées, nous a laissé de bases, en fait, de fondations sur lesquelles on doit s'appuyer pour vraiment continuer le combat. C'est un peu comme je dirais, Martin Luther King. Voilà, c'est ça que je peux d'emblée parler de M. Ngwanda. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donner la parole à M. Martin pour son témoignage, hein, parce que là, nous sommes en train de faire le tour de plateau duplex pour voir un peu, pour fixer en tout cas ceux qui nous suivent à l'instant et surtout nos amis qui nous suivent dans d'autres pays qui ne sont pas le Congo. Et donc, il faut qu'ils sachent exactement qui était Honoré Ngwanda. Et là, il y a certains justement qui nous envoient déjà des messages dans notre boîte mail qui découvrent justement Honoré Ngwanda parce que, bon, beaucoup de médias en ont parlé quand même à l'extérieur. Voilà, Monsieur Martin, vous êtes maire honoraire en France, à Champigny, je crois. Exact. Et, vous êtes écrivain, vous êtes professeur, n'est-ce pas? Et votre expertise en tant qu'enseignant, votre expertise en tant qu'écrivain, votre expertise merci beaucoup, avec... Qu'est-ce que vous savez d'Honoré Ngwanda? Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. D'abord, je vais présenter Honoré Ngwanda en deux volets. Il est mort à 75 ans. Et le premier volet, c'est-à-dire ce qu'il a fait avec Mobutu, et le deuxième volet en tant qu'opposant. D'abord, il était ancien conseiller spécial du président Mobutu. Les autres les considéraient comme maître espion de l'ancien président Mobutu Sese Seko, fidèle jusqu'au bout
Donc, il n'a pas déserté les camps, donc il a accepté et il a été fidèle jusqu'au bout. Donc, dans son parcours, il a gravi rapidement les échelons après son passage à l'ambassade de l'ex-Zaïre en Belgique à l'époque. Et Honoré Ngwanda aussi avait eu pas mal de missions. Il était chargé de rétablir les relations diplomatiques avec Israël et sera aussi ambassadeur de ce même pays entre 1983 et 1985. Et quand on étudie son parcours en tant que conseiller du président Mobutu, patron des renseignements, ministre de la Défense en 1991, donc c'est à cette période, attention, qu'on l'a surnommé le nom de Terminator. Qui dit Terminator, c'est-à-dire à l'époque, il était accusé d'être impliqué dans les massacres d'étudiants à Lubumbashi en 1990, mais lui-même, il a toujours récusé ces accusations. Et ensuite, les massacres des chrétiens à Kinshasa en 1992. Et bon, dans l'ensemble des accusations présentées, il a toujours contesté. Ça, c'est les volets en tant que spécialiste des renseignements, ainsi de suite. Mais le deuxième volet est aussi important parce que dans le deuxième volet, c'est M. Honoré Ngwanda en exil. Après la chute de Mobutu, M. Honoré Ngwanda vient en France en exil et il va fonder son parti qu'on appelle Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo à Paréco. Et radicalement, il était opposé à Joseph Kabila, les deux Joseph, père et fils, et aussi jusqu'au pouvoir actuel. Mais là où moi j'ai découvert Ngwanda, à partir de publications que mes prédécesseurs viennent d'évoquer, et c'est là où je lis avec intérêt le danger que les pays traversaient à l'époque. C'est-à-dire, il est parmi, s'il faut les reconnaître, l'un des acteurs politiques qui nous a alertés que le Congo était infiltré à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des institutions, au niveau de l'armée, au niveau de l'administration, avec les Tutsi Power. Et cette situation d'occupation est jusqu'à présent. Donc, c'est un point positif quand même dans le sens qu'il a été aux affaires malgré qu'ils ont mal géré les pays. Mais quand il est venu ici en France, il a maintenant essayé de demander pardon aux Congolais qu'ils ont mal géré les pays, mais voilà les dangers que le pays est en train de subir. C'est à nous, Congolais, de se lever pour dire non à l'occupation. Et son combat était de libérer le Congo, et de dénoncer une mainmise aussi des Tutsis qui sont aussi infiltrés dans le régime congolais. Par ailleurs, ses adversaires lui traitaient aussi d'un personnage controversé et puis, bon, instigateur aussi de certains massacres au pays. Mais ce qui compte, parce que quand on fait la politique, il y a les passifs et l'actif. Il faut voir l'actif de la personne pour travailler ces actifs-là dans le but d'aller en avant. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il est parmi aussi des leaders qui se considéraient comme De Gaulle. Dans ses discours, souvent, il présentait souvent l'exemple de De Gaulle quand la France était occupée, il était parti en Angleterre rien que pour essayer de rassembler et sauver la France. Bon, moi je pense que il a laissé quand même un héritage que les Congolais doivent savoir utiliser pour sortir de l'occupation, que les Congolais doivent savoir pour être libérés d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle les hommes passent, mais les écrits restent, l'héritage reste. Il faut travailler sur cet héritage-là, rien que pour libérer
le Congo. Voilà, merci. C'est une belle présentation, en tout cas, d'Honoré Ngbanda, que vous avez tous les trois, en tout cas, faite ce soir. Mais avant de continuer notre émission, j'aimerais quand même poser une question qui me vient comme ça à l'esprit. Connaissant l'homme, cet homme très mystique en quelque sorte, parce que très souvent, Honoré Ngbanda s'était illustré dans son côté, mystérieux. Parfois, on ne savait pas le situer. Parfois, l'homme faisait des déclarations dans de localisations géographiques et justement irrépérables. Mais est-ce que n'y a-t-il pas une suspicion quelque part? Pensez-vous vraiment qu'Honoré Ngbanda serait mort? Au-delà de toutes les confirmations que nous avons dans différents milieux, on a bien découpé les informations quand même. Est-ce que pouvons-nous vraiment confirmer ce soir avec vous qu'Honoré Ngbanda est définitivement mort? Est-ce qu'il est vraiment mort? À titre d'information, bon, moi, je gère une ville, ça fait 18 ans que j'ai géré la ville en tant que maire adjoint. Et je pourrais vous dire que Honoré Ngbanda habitait ma ville. Vous voyez? Donc, bon, il a quitté, ça fait un bon moment, mais il a habité ma ville. D'ailleurs, là où je faisais les sports, lui aussi faisait les sports, dans les parcs pour courir. Mais dans le respect, donc voilà. Et il était à un certain moment aussi en Afrique, je ne citerai pas les noms de pays, mais il est mort plus précisément à Idgar, c'est au Maroc, que Honoré Ngbanda est mort. D'ailleurs, il y a des médias vraiment qui ont authentifié que Honoré Ngbanda est mort le 21. Donc, moi, de ma part, je peux certifier. Je laisse les autres les commentaires. Alors, M. Christophe, votre commentaire à cette question, connaissant l'homme, oui, quelle est votre réaction? Bon, je crois que M. Ngbanda était toujours aux aguets, il était toujours un peu caché, on va dire, parce que il était victime de, on va dire, il était toujours prudent, parce qu'il y avait de quoi attenter à sa vie tout le temps. On ne pouvait pas savoir là où il était. Comme Martin nous dit qu'il habitait la ville de Champigny, moi je ne le savais pas. Je ne savais même pas s'il était au Maroc ou au Brésil. En tout cas, il vivait dans le secret. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, vers 14 heures, quand je vois ce message, j'ai tout de suite téléphoné à un ancien collaborateur du maréchal Mobutu qui était dans son entourage. Et c'est lui qui m'a certifié, évidemment, que oui, il est effectivement décédé. Donc, sur cette question, il n'y a aucun doute. Tout ce qui a été dit qu'il est mort, vraiment, il est réellement mort. S'il faut que je réponde à cette question de façon aussi brève. Voilà. Martin, c'est à vous de nous donner votre réaction à cette question. Est-ce que vous pensez que M. Honoré Ngbanda serait mort? Bon, c'est vrai que je dirais que je n'étais pas vraiment proche de M. Honoré Ngbanda. Je le croisais une fois, c'était dans une ville, une banlieue parisienne, à Neuilly-sur-Seine, où j'avais accompagné quelques hommes politiques du Congo. C'était dans les années vers fin 80, en début, je crois début 2000, vers 2005-2006. Et c'est là où j'ai croisé M. Honoré Ngbanda. Mais c'est vrai que bon, il avait une vie de secret, hein, comme on dit, vivons mieux, vivons cachés, puisque il a vu il représentait un danger pour le régime qui se sont succédés, vu ces révélations
il a apporté à la diaspora congolaise surtout. Et le message a pris aussi de l'ampleur au niveau national. Donc, je pense que c'était important pour lui peut-être de se cacher, de mener cette vie un peu cachée. Mais bon, après, pour les Congolais, il reste quand même un mal nécessaire, donc surtout par rapport à son passé montpoussien. Mais concernant sa mort, moi je dirais que oui, je pense qu'il est décédé puisque j'ai eu des amis qui sont très très proches de la famille. Un ami à moi qui est son neveu et qui m'a confirmé qu'il est bel et bien décédé au Maroc, comme l'a dit Monsieur Martin, Monsieur le maire tout à l'heure. Je pense que c'est une information sûre et fiable, puisque moi, j'ai vraiment je me suis donné la peine de vérifier cette émission, donc je vous dirais que j'ai la certitude qu'il est vraiment décédé au Maroc. D'accord. Voilà. C'est une confirmation de 3 personnes, également des informations que nous avons aussi de notre côté. Donc, nous considérons effectivement que M. Honoré Ngouanda tient sa révérence aujourd'hui. Tous les médias, certains médias en ont parlé. Maintenant, nous allons entrer dans la phase de l'homme actif en politique, dans son combat de libération. Honoré Ngouanda a commencé son combat de résistance en Europe, aux alentours de début, en tout cas c'est au début 2000, 2001, 2002, 2003, je crois, 2004, où il a commencé à faire le tour de l'Europe, de la diaspora, pour sensibiliser l'opinion congolaise et sensibiliser également les chancelleries occidentales sur les menaces qui pesaient sur le Congo à partir de l'Est. Mais certains n'ont pas reconnu ce discours-là. La plupart des Congolais, en tout cas, continuaient jusqu'à ce jour à douter de la véracité des déclarations que M. Ngouanda faisait. Qu'en pensez-vous, M. Christophe, M. Martin? Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que d'abord, je salue le courage de M. Honoré Ngouanda, pas son courage quand il était aux affaires avec le président de Mobutu, mais c'est après la chute de Mobutu. Parce que en politique, il faut toujours, il y a le passif et l'actif. Il faut voir toujours l'actif. Il faut travailler beaucoup sur l'actif et rejeter un peu les passifs. Et s'il faut évoquer l'acteur comme M. Honoré Ngouanda, moi je pense qu'il a apporté ce qu'on appelle la lumière dans la diaspora. Pourquoi la lumière dans la diaspora? Comme lui, il était dans les affaires, comme c'est un monsieur qui avait pas mal de réseaux et il savait comment ça se passait en Afrique centrale. Et c'est dans la deuxième volée, dans la deuxième étape, qu'il a apporté cette lumière à tout le monde. Et cette lumière a réveillé ce qu'on appelle le Congolais, et plus précisément certains Africains, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, ça peut être aussi pareil comme dans les pays voisins. Et aussi, c'est l'un des personnages qui avait évoqué les Tutsi Power, qui avait une ambition pour le Congo. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit que saluer ses apports dans le milieu politique, malgré il y en a qui essayent de refuser, mais dans le milieu politique, il a apporté quand même quelque chose pour réveiller quand même les Congolais. Et à ce point-là, on n'a qu'à travailler sur ce qu'il a laissé pour les Congolais pour que nous ne puissions pas reculer, mais avancer, parce que nous avons besoin de la libération. Et quand je dis la libération, parce qu'il est parmi des acteurs qui nous rappelaient à chaque fois que même l'armée est infiltrée, même nos institutions, même l'administration. Et moi, je pourrais vous dire que c'est la vérité. Et aujourd'hui, il est aussi parmi des acteurs politiques qui nous alertaient
sur l'instabilité qui dure plus de 20 ans à l'Est. Pourquoi? Parce que il y a aussi des milices soutenues par des pays voisins, rien que pour déstabiliser la RDC, rien que pour la richesse de la RDC. Et aussi, dans la mission qu'il avait quand il était avec le président Mobutu, c'est lui qui était chargé pour aller négocier avec les Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ainsi de suite. Donc, c'est un monsieur qui connaissait très bien ce milieu, qui connaissait très bien le milieu des renseignements entre eux, et je pense que quand vous êtes avec une personne comme ça, il ne faut pas voir les mauvais côtés, mais il faut voir les côtés positifs pour travailler de ces côtés positifs, comme j'avais dit, pour éclairer la société. Alors, M. Massamba, que pensez-vous de tous ces gens, de tous ces Congolais dubitatifs sur le combat d'Honoré Ngouanda, ceux qui mettaient en cause justement la crédibilité de déclarations qu'il faisait? Voilà. Je vais revenir sur son parcours justement après la mort de Mobutu, hein, pour expliquer bien ce qui se passe, ce que moi j'ai connu, en tout cas ma part. Quand il sort le livre, le bouquin, l'ouvrage Ainsi sonne les glas, là on est en 1998, donc 98. 98, oui. J'ai lu ces bouquins et Ngouanda a fait profil bas, comme tous les Mobutistes d'ailleurs. Il n'a pratiquement pas combattu Laurent Désiré Kabila parce qu'il ne se faisait pas voir à l'époque. Et c'est seulement après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, après aussi les accords de Sun City, quand le 1+4 est mis en place, et 2 ans plus tard, au moment où il sort le crime organisé en Afrique centrale, que Ngouanda commence à se manifester. Il commence à se manifester et moi je crois que j'étais en partance pour Kinshasa à l'époque. J'étais allé faire immatriculer, en tout cas faire une reconnaissance officielle d'un parti politique qui s'appelait le Parti socialiste congolais, dont j'étais le fondateur à l'époque. Et je le croise à la gare du Nord et je le salue et je le félicite par rapport à son courage, le courage qu'il a pu avoir pour publier seul. En tout cas, je le reconnais comme parmi les collaborateurs de Mobutu, ceux qui se sont détachés de ce secret pour nous faire des révélations, ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, à l'occasion de notre rencontre, il m'a offert le crime organisé en Afrique centrale, le bouquin qu'il venait de sortir en 2004. Je pars à Kinshasa et je reviens. C'est à ce moment-là, 2004, toujours en 2004, que Ngouanda commence à faire la campagne sur ce qui se passe réellement. Et moi, étant politique, parce que quand j'ai dit que j'étais à Kinshasa, j'ai obtenu la reconnaissance officielle du Parti socialiste congolais. Je reviens en France. Je commence maintenant à avoir accès aux hommes politiques déjà sur place, à accéder à certaines informations, à échanger avec beaucoup de politiciens. C'est là que je vois que ce qu'il dit est effectivement vrai et corroboré par ce que je vis moi dans le monde politique. Et c'est comme ça que dans tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant en tant qu'opposant politique du régime Joseph Kabila et d'ailleurs le régime qui est en place aujourd'hui que je n'approuve pas, je n'ai jamais, si j'ai approuvé Ngouanda, je n'ai jamais lancé des fleurs officiellement, mais non pas non plus apporter une contradiction à M. Ngouanda parce que quelque part, ce qu'il a dit, c'est toujours concrétisé. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous a laissé les armes. Les meilleures armes, ce sont des armes intellectuelles. Les livres qu'il nous a laissés, il suffit de lire. On voit tout le complot qui a été organisé contre le Congo.
On le voit maintenant. Nous voyons, moi j'ai acheté le livre de Judy Revers. Ça s'intitule L'éloge du sang. Mais j'ai cru, en lisant ce bouquin en tout cas, mais j'ai cru reconnaître exactement ce qu'Ngwana nous avait déjà révélé. Et quand je lis Charles Onana avec La vérité sur l'opération turquoise, je vois aussi Ngwanda. Et quand on voit sur chaque événement du Congo, événement important du Congo, quand on voit comment M. Ngwanda exprime, comment il va nous sortir des secrets, des histoires, des dossiers que, en tout cas sans lui, on ne pouvait pas le savoir, je vois que pour moi, je considère pour moi que c'est un des plus importants d'entre nous qui vient de partir. C'est une pièce maîtresse qui est partie. Maintenant, on dit que personne n'est indispensable dans la vie. Bon, j'espère que en partant comme ça, son départ va donner beaucoup plus de force encore à ces gens et à nous-mêmes qui continuent à combattre pour enfin libérer le pays. Mais il mérite une sérieuse reconnaissance du peuple congolais. Je dis que quand on fait un jugement d'une personne, c'est par rapport à la fin. On juge la fin d'une personne et non le début. Moi, je souhaiterais que quelqu'un qui a mal commencé finisse bien. On dit que tout est bien qui finit bien. Tout ce qui commence bien et qui finit mal est mal. Mais tout ce qui a mal commencé et qui finit bien est grosso modo bien. Donc, je considère que ceux qui se sont méfiés de Ngwanda, il l'a prouvé. C'est le seul des caciques, des gens qui avaient accompagné Mobutu, qui avaient travaillé avec Mobutu, qui n'a jamais accepté l'occupation et la colonisation rwandaise qui existe aujourd'hui au Congo. S'il était caché, ce n'était pas pour rien. D'ailleurs, moi je veux dire mon sentiment personnel, c'est que quand on pense à l'élimination des élites congolaises, qui est une méthode bien organisée par les Rwandais, on a vu comment au Rwanda, l'élimination des élites, où tout s'est passé. N'est-on pas encore en train d'éliminer toutes les élites congolaises? Dans le renseignement, dans l'armée, on a vu comment les officiers congolais finissent. Et dans l'espace politique aussi, on a vu tous ces trucs d'empoisonnement qu'on a eu dans les cabinets de Tshisekedi, tout ça. C'est innocent. Bon, je me pose des questions, mais je crois que le départ de Ngwanda, comme c'est une personne qui vivait cachée, qui était recherchée, qui avait même été demandée à plusieurs reprises par le pouvoir de Joseph Kabila pour rejoindre le régime, comme l'avait fait Mokolo Apombo, comme l'avaient fait ses amis, enfin ses collaborateurs d'antan, Atundu Lyongo, Nkema. Il y a même les Baramoto qui sont répartis là-bas, qui collaborent aujourd'hui avec le régime Kabila, avec le régime. Bon, pour nous, il n'y a pas de secret. Hein? Et Kabila est toujours là, la preuve. Il est parti à Dubaï, mais il est revenu. Donc il est là, il est bien le maître du terrain. Voilà ce que je peux dire de ceux qui doutent encore de Ngwanda, qui doutaient encore, qu'ils se sont lourdement trompés. Voilà pour quelle raison moi je ne pouvais en aucun cas, en aucune manière dire un mot négatif sur Ngwanda pendant qu'il était encore vivant, parce qu'il a fait avant sa mort. Voilà. Voilà, M. Christophe, vous avez dit tout à l'heure, dans votre intervention, que vous n'avez pas jeté de fleurs à Honoré Ngwanda pendant son combat. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas pu jeter de fleurs pour ses actions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous avez insinué? Je n'ai pas voulu officiellement
sur la place publique, lui jeter des fleurs. Tout simplement, même si il m'inspirait, il était un inspirateur, quelque part, parce que j'essayais de regarder tout ce qu'il publiait, et tout ce qu'il publiait était un enseignement pour moi. Et je ne le claironnais pas, mais je crois que j'utilisais ses armes, les armes qu'il fournissait. Je crois qu'il aurait aimé entendre ça, que ces armes, évidemment, nous servaient pour nos analyses et puis pour bien fixer le cap, notre cap, la direction de notre lutte. Donc c'est un peu ça. Je ne suis pas le matu-vu qui va aller sur la place publique dire bon, je jette des fleurs en Rwanda. Non, je l'ai apprécié à sa juste valeur en tant qu'intellectuel, surtout dans toutes ses publications. La preuve, je ne manquais pas d'acheter tous ses bouquins. Et je me nourrissais de ces bouquins et aussi de ses publications, parce que sur le net, il nous a sorti dernièrement des secrets très importants. Comment le Rwanda avait diversifié sa façon de caporaliser la RDC avec des acteurs des autres pays comme l'Afrique du Sud et des acteurs venant d'autres pays comme le Cameroun, etc. Donc, il a été un éclaireur. Mais nous, en politique, généralement, on connaît, nous savons qui sont nos adversaires. Nous devons savoir qui sont nos adversaires, même si on ne déclare pas comme ça, et qui sont nos alliés. Qui sont nos alliés. Alors, lui, il était notre allié. Il était vraiment un allié objectif, je veux dire. Voilà. Mais par contre, M. Massamba, vous l'appréciez aujourd'hui, mais vous n'avez pas jeté des fleurs quand il était encore vivant. Ne dit-on pas aimons-nous vivants, M. Massamba? Vous devez être touché ce soir par le chagrin de n'avoir pas participé à cette appréciation pendant qu'il était vivant. Il y a une nuance. Je n'ai pas fait ça sur les plateaux de télévision, mais je vous ai dit que j'ai rencontré moi-même M. Ngwanda, avec qui nous avons échangé des amicalités et qui m'a offert son bouquin parce que il a effectivement été convaincu par le message qu'il avait fait passer. Je crois que je dois avoir été parmi les premiers à acheter les livres de Honoré Ngwanda. À l'époque, quand il sort son bouquin en 98, les gens ne lisent pas Ngwanda. Il n'était pas très connu. Je l'avais déjà lu. Et quand je l'ai vu à la gare du Nord, nous avons échangé et je lui ai effectivement exprimé toute ma reconnaissance pour avoir été à côté de Mobutu et nous avoir dit ce qu'il avait vécu de l'intérieur. C'était très courageux. Voilà. C'était très courageux. L'hommage est rendu en tout cas, même de là où il est. Il doit entendre en tout cas ce message, car ne dit-on pas que les morts ne sont jamais morts. Ils nous écoutent, ils nous voient, ils sont avec nous, ils sont autour de nous. Voilà. Exactement. Monsieur Pascal, monsieur le professeur, que pensez-vous des gens qui doutaient du discours de M. Ngwanda lorsque, par exemple, allons vraiment dans le concret, lorsque, par exemple, il apostrophait directement Kabila. Lorsque, je m'en souviendrai dans ma carrière de journaliste, en tout cas, en 2001, je reçois un papier autour du nom de Kabila. Et c'est la première fois que je lis le nom de Kanambe. Et c'est la première fois que je lis un autre papier qui parlait de Kabangi. Il y avait eu à l'époque une erreur dans l'orthographe, on écrivait au départ Kamangi. Mais c'est Ngwanda dans son papier justement qui va préciser qu'il s'agissait de Kabangi et non Kamangi, qui était le nom d'emprunt. J'étais tombé de nu et c'était un papier qu'on ne pouvait même pas publier à l'époque. Voilà, c'est un petit témoignage que je peux donner aussi par rapport à cette situation lorsqu'il introduit cette question de Kanambe dans la tête des Congolais. Et ceci avait divisé justement la plupart des Congolais, certains qui ne pouvaient pas entendre de cette oreille, qui le traitaient déjà de manipulateur. Monsieur le professeur.
Oui, moi je pense qu'il faut voir déjà d'où vient Rwanda. Rwanda fait partie de ce qu'on appelle les services de renseignement. Or, les problèmes essentiels pour les services secrets n'est pas seulement de collecter des informations, mais aussi de les interpréter. C'est la raison pour laquelle c'est parmi les personnes qui avaient tous ces dossiers. Tous ces dossiers parce que, vous savez, entre les différents services, ils font des échanges, des collaborations. Donc, c'est Rwanda qui était le premier à sortir ces noms. Et moi, je pense aussi, en fin de compte, on avait remarqué que Rwanda avait raison. Pourquoi? Parce que quand on travaille dans ces domaines, moi je le dis parce que je fais le droit international, plus précisément, je fais l'État et la sécurité. Et l'action des services secrets, c'est quoi d'abord? C'est obtenir les informations pertinentes. Donc, quand vous êtes dans les services, il faut chercher toujours les informations. Deuxièmement, quand on est dans cette démarche, il faut aussi protéger les secrets contre les pénétrations adverses. Et Rwanda était mieux placé pour maîtriser tous ces dossiers. Et troisièmement, il faut aussi désinformer l'adversaire. Et quand ils étaient au pouvoir, s'ils arrivaient à maintenir la stabilité, parce qu'ils cherchaient toujours, ils avaient des techniques, des stratégies de désinformation. Mais il a ramené tous ces apports-là quand ils ont perdu le pouvoir pour essayer d'aider les Congolais, de voir un peu comment est-ce qu'ils ont été manipulés par les Tutsi Power, rien que pour essayer de contrôler la RDC. Et plus précisément aussi, la vision finale, la finalité de cet objectif-là est la balkanisation. C'est Rwanda qui nous rappelait tous les jours que, attention, la balkanisation. Et à l'épreuve de fait, on avait remarqué, il n'y a pas longtemps, avant l'Union sacrée, il y a eu le problème de Nenembwe. Or, Rwanda nous rappelait tous les jours. Donc, jusqu'aujourd'hui, aussi longtemps que le Congo n'est pas encore libéré, je pense que les Congolais doivent continuer le combat de la libération. Ça revient aux partis politiques, je pense à Christophe Massamba et d'autres partis politiques, doivent travailler sur ce qu'on appelle la souveraineté de la RDC. Lumumba nous a dit cela, il est parti, et aussi Rwanda nous a rappelé que nous sommes occupés et il faut chercher à être libérés. Moi, je pense que le combat continue pour ceux qui aiment la libération de la RDC. Monsieur Pascal, votre réaction à cette question, nous apprenons pour la première fois de la bouche d'Ngwanda, des écrits d'Ngwanda, le nom qui va sortir du président qui va succéder à Laurent Désiré Kabila, le nom de Kanambe. Pour la première fois, on entendra ce nom sonner, en tout cas, dans les oreilles des Congolais comme étant une aiguille qui perçait justement les tympans des Congolais. Kanambe qui sortait. Et quelle a été votre réaction lorsque vous entendez la désignation, la nomination, le nom attaché à un président de la République qui venait de succéder à son prédécesseur assassiné, mais Ngwanda qui nous dit, celui-là n'est pas congolais, celui-là c'est Kanambe, celui-là c'est le fils de Christopher Kanambe, celui-là ce n'est pas le fils de Maman Sifa dont on dit, mais c'est plutôt, c'est un Rwandais, un Tutsi Rwandais, agent secret. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu cela pour la première fois de la bouche de M. Ngwanda? Oui, c'est vrai qu'au début, on était un peu inquiet. Deux fois, les gens n'avaient pas l'idée d'apporter crédit à tout ce qu'il disait. C'est vrai que vu le fait qu'il était de l'autre côté, il est passé, on peut dire, de coq à l'âne, de l'autre côté de la politique. On avait du mal déjà à personne, en fait, hein, je peux dire personne
n'avait le temps vraiment d'écouter le message de M. Honoré Ngwanda, bien qu'il avait même écrit, il a écrit pour se faire entendre, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué au début. Mais je pense que ces révélations ont été accompagnées de faits qui ont démontré que M. Honoré Ngwanda avait raison. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à s'intéresser de près à ces messages, à ces publications, à ces œuvres, puisque il faut rappeler que M. Honoré Ngwanda avait consacré l'essentiel de son combat sur deux volets ou deux axes. C'était l'occupation rwandaise et le projet machiavélique de la balkanisation. Donc, après des années, après plusieurs années, bon, c'est vrai qu'il a commencé ses messages vers fin 90, mais je pense qu'en début d'année 2000, les gens ont commencé vraiment à se rendre compte de toutes ces révélations, puisque on s'est rendu compte que oui, effectivement, Joseph Désiré Kabila n'était pas le fils de Kabila, puisqu'il y a eu quand même plusieurs révélations, même de ses proches, de différentes, voire même institutions, puisqu'il y a même un député belge qui avait dénoncé ça au Parlement, je crois, européen. Et donc, ça a suivi plusieurs révélations. Il y a eu des rapports des organisations internationales, des experts de l'ONU, voire même récemment, je pense qu'au mois de janvier dernier, le 23 janvier, il y a eu le rapport des experts de l'ONU qui avait reconnu qu'il y avait la présence de l'armée rwandaise au Congo. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu aussi la disparition du diplomate, l'ambassadeur italien. On a suivi, on était tous témoins du témoignage de FDLR qui confirmait qu'ils sont à Kinshasa, mais ce n'était pas leur secteur. Ils ont bien précisé que c'était les secteurs, tout ce qui est autour du parc Virunga, c'était les secteurs qui étaient gardés par l'armée rwandaise, donc l'armée régulière. Donc, je pense qu'on est passé de révélations aux faits avérés. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous a laissé, moi je dirais, un des meilleurs héritages, qui est celui de rechercher l'esprit souverainisme, parce que c'est ça qui manque aux Congolais. Il y a nos premiers parents de l'indépendance qui nous ont laissé l'indépendance, bien que le combat devait continuer, mais lui, il a quand même apporté un héritage ou un point important sur l'importance de la souveraineté de notre pays. Donc, je pense que c'est le message que tout Congolais doit normalement s'imprégner pour voir comment aller au bout de ce combat, puisque le combat doit prendre encore une autre dimension avec la disparition brusque de M. Honoré Ngwanda. On doute même de cause de cette disparition, puisque on a suivi quand même la déclaration de l'ambassadeur rwandais au Congo. Je ne sais même pas pourquoi il est toujours ambassadeur. Donc, à partir de cette déclaration, il a même pointé du doigt les personnes qui étaient vraiment leurs adversaires directs, en fait, des gens qui dérangeaient le système, puisque je vous rappelle qu'au Congo, on a la coexistence de deux républiques. Il y a la république qui est dirigée par un pouvoir, je vais dire, un pouvoir à mi-temps, avec des limitations, un pouvoir limité, et une autre république qui est dirigée par une puissance invisible représentée par les Rwandais. Et c'est cette république qui a la prédominance sur la république qui est censée être occupée par les Rwandais. Donc, moi, je pense que le Congolais, on doit se focaliser, on doit tous se mettre d'accord, s'unir pour
vraiment porter très haut ce combat. Et surtout, en mémoire de M. Honoré Ngouanda, on doit vraiment encore être plus que déterminé pour obtenir la victoire. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais je pense qu'il faut commencer à multiplier le message de mobilisation, de sensibilisation, et voire même préparer des générations d'avenir pour qui s'entraînent dans ces combats, qui est vraiment un combat que moi je dirais c'est un combat loyable et juste pour notre beau pays. Alors, voilà, M. je Christophe pense que Massamba. c'est comme ça que moi je peux résumer un peu le message d'Honoré Ngouanda. Et pour ceux qui doutent encore de message de l'Honoré Ngouanda, c'est vrai qu'il y a eu quand même l'acharnement sur la personne, mais là, je pense que ce sont des gens qui sont bien repérés, puisque c'est des gens qui sont dans la lignée traîtrice contre le peuple congolais. Ok, voilà, je pense qu'on doit se mobiliser encore davantage pour mener avec une vitesse supérieure, avec beaucoup de conviction, de détermination, ces combats qui est vraiment un combat très important pour l'ensemble du peuple congolais. Alors, pour en tout cas l'éclairage à tous ceux qui nous suivent pour le moment, vous venez d'apostropher l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Quelle a été la déclaration qu'il a faite après l'annonce de la mort de Honoré Ngouanda? Qu'est-ce qu'il avait dit? Non, je parle de la déclaration de l'ambassadeur. C'était, je crois, le mois dernier, quand il a, le mois dernier, vous parlez de déclaration. Ok. attaqué deux personnes. Je pensais que vous parliez d'une déclaration récente juste après l'annonce de son décès. Non, je fais référence à la déclaration du mois dernier, quand il y a eu, après la déclaration de M. Martin Fayulu, qui avait dénoncé quand même cette occupation, cette dominance rwandaise. Donc, il y a eu quand même une sortie médiatique déplacée de l'ambassadeur rwandais, mais qui ne s'est pas arrêté à Martin Fayulu. Il est allé très loin, il a cité le nom de Honoré Ngouanda. Donc, je pense que quelque part, on sous-entend que c'était M. Honoré Ngouanda constitué quand même un danger pour ce régime criminel qui essaie d'apporter beaucoup de malheur au peuple congolais. Je pense qu'ils ont voulu s'attaquer à la cause, puisque c'est M. Honoré Ngouanda qui représente l'éveil patriotique pour l'occupation rwandaise, contre l'occupation rwandaise. Ceci va nous permettre justement d'entrer dans la dernière partie de l'émission. Nous allons parler des causes qui seraient des causes probables qui auraient entraîné justement le décès d'Honoré Ngouanda. Mais avant d'y arriver, je vais terminer avec M. Christophe Massamba sur cette question. M. Christophe Massamba, lorsque vous avez entendu pour la première fois le nom de Kanambe, est-ce que vous avez déjà entendu ce nom avant Ngouanda? Kanambe qui sort dans les médias de la prise de pouvoir du président Kabila. Lorsque vous avez entendu pour la première fois Kanambe, et avec toute l'identité qui a été accrochée à l'homme, que par ailleurs, la plupart des Congolais soutenaient une autre identité qu'ils pensaient être plus crédible, en disant que non, Ngouanda était en train de délirer complètement. C'est ce que nous avons entendu jusqu'à ce jour. Il y a même des Congolais qui continuent mordicus que Ngouanda est en train de délirer. Il est en train d'induire les Congolais en erreur. Il y a même des médias locaux au Congo qui continuent à fustiger sur Ngouanda, sur Honoré Ngouanda, qu'il était en train d'induire les Congolais en erreur. Quand je l'ai appris, je n'ai pas hésité une seule fois. Je dis que j'ai fait la lecture de ces ouvrages à l'époque déjà. Et
il a été le premier à l'époque, il n'y avait pas encore de la vidéo, mais il commençait déjà par les cassettes qu'on met dans des radiocassettes, à les faire distribuer sur Paris. Moi, j'avais un bureau du côté du 18e, le bureau est toujours là, bien sûr, et il y a des gens, des jeunes gens, qui passaient avec des cassettes, qui offraient comme ça. Ils offraient ça gratuitement aux gens. Et quand j'ai appris, sinon, je n'ai pas hésité une seule fois, vu que je l'ai déjà lu. La caractéristique de Ngwanda, c'était que la personne, il venait vous apporter ce que vous ne saviez pas. Donc, il a le mérite d'avoir utilisé sa qualité de chef de renseignement dans la dénonciation de ce qui se passe au Congo. Il l'a bien utilisé. Et là, sachant qu'il connaît tous ces dossiers par son travail, par ses recherches, et en plus, en état intellectuel, je ne pouvais pas hésiter. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui ont hésité. Par contre, quand je prends cette information, je vais vite essayer de trouver des éléments ailleurs, essayer de trouver des publications qui disent la même chose ou qui expliquent à peu près la même chose. Et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait concordance par rapport à beaucoup d'autres gens qui avaient finalement, qui avaient connu le régime Mobutu et qui avaient connu le régime de Laurent Désiré Kabila, que ce n'était pas son fils et qui n'était pas Joseph Kabila, il était Hippolyte. Il était Hippolyte Kanambe. Et la preuve, je crois qu'il y a des documents qui sont sortis, officiels, dans lesquels Joseph Kabila signait Kanambe. Donc, je ne pouvais pas hésiter à ce propos. Donc, Ngwanda a vraiment le mérite d'avoir été la seule personne qui était chef des renseignements à essayer par ses voies, en tout cas par les moyens dont il disposait, d'aller nous rechercher des informations que nous n'avions pas. D'ailleurs, il a été celui à chaque fois qu'on l'écoute, il ne répète pas. Il vous apporte du nouveau. Tout le temps, c'était du nouveau. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un... Là, c'est une mine d'informations qui va nous manquer avec son départ. Mais tant mieux, hein, comme on dit, aucune personne n'est indispensable dans la société. Il a tracé la voie. Je crois que nous allons suivre. Et il y a beaucoup d'autres gens aussi qui vont suivre pour continuer à nous apporter ces choses nouvelles dont nous avons besoin pour peaufiner notre travail de lutte dans cette libération du Congo pour éviter sa balkanisation. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est, M. Christophe, avant de passer la parole aux autres, qu'est-ce qu'il en est de la crédibilité de ces déclarations, de ces témoignages, de ces informations, la crédibilité? Parlons, parce que tout tourne autour de Kabila, hein, tout tourne autour de Kabila, c'est lui l'agent secret, l'agent représentant le lobby rwandais au Congo, à la tête du Congo, pour l'annexion du Congo par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il en est de la crédibilité? Lorsqu'il dit, par exemple, que ce monsieur n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, et qu'en même temps, il y a un autre groupe de Congolais qui tiennent mordicus que c'est le fils de Laurent Kabila, et qui traitait maintenant M. Mbanda de manipulateur. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté manipulateur supposé de Mbanda par rapport à Joseph Kabila? Moi, je pense que c'est simple. Joseph Kabila n'est pas le... Moi, je suis convaincu, je suis convaincu que Joseph Kabila n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. La preuve, Laurent Désiré Kabila a eu plusieurs femmes, a fait plusieurs enfants, mais malheureusement, on ne voit que trois personnages représentés comme les enfants de Laurent Désiré Kabila. J'ai eu à rencontrer l'oncle de Mama Sifa. L'oncle de Mama Sifa, son oncle, vraiment son vrai oncle, qui a été gouverneur du Maniema
à l'époque du renversement de Mobutu avec l'avancée de l'AFDL. Et nous avons échangé à ces sujets. Et lui m'a affirmé, cet oncle, c'est quelqu'un de que je connais bien puisque je l'ai visité et on a échangé. Il connaît ma famille et nous avons échangé à ces sujets. Il faisait partie du Sérail et quand je dis qu'il est l'oncle de Mama Sifa, lui-même il m'explique que Joseph Kabila n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila. Donc c'est une des preuves pour moi, puisqu'il est son nom, il est l'oncle de Mama Sifa. Je ne veux pas citer son nom ici, mais il est son oncle qui me dit que Joseph n'est pas son fils. Ce qui est raconté ce qui a été écrit par Ngwanda, et aussi il y a Moulongo aussi qui a écrit ça, Moulopo, je crois, et qui a été dans les services à la présidence auprès de Laurent Désiré Kabila, qui a certifié ça aussi, qu'il a écrit qui a fait des publications là-dessus. Je crois que ça confirmait un peu ce que je prenais au sérieux comme information venant de Ngwanda. Donc, qui venait confirmer que ce n'est pas quelqu'un qui venait dire des choses au hasard. La preuve, ce qu'il a toujours dit a été confirmé par la suite. A été confirmé par la suite, a été confirmé par un groupe de Congolais, hein, pas tous les Congolais en tout cas, parce que jusqu'à ce jour, bon, voilà, l'homme est considéré être Congolais, fils de Laurent Désiré Kabila. Il y a quand même je pense que il y a eu beaucoup de rumeurs sur ces sujets. On a toujours dit qu'il n'est pas le fils biologique, peut-être le fils adoptif de Laurent Désiré Kabila. Mais moi, je pense que vu l'expérience de M. Honoré Ngwanda, vu sa technicité dans le domaine du renseignement, de la sécurité, tout ça, je pense que sa position a plus de crédit dans la communauté congolaise. Maintenant, c'est à M. Joseph Kabila de faire, par exemple, le test d'ADN qui est maintenant facile un peu à le faire. Il peut faire un test d'ADN pour contredire le dire ou le message de M. Honoré Ngwanda, aussi pour soulager aussi tout le Congolais. Mais bon, s'il ne le fait pas, bon, je pense qu'il sera quand même toujours traité d'un opportuniste ou bien de fils, par exemple, qui n'est pas de Laurent Désiré Kabila. Donc, Désiré Kabila. Je pense que c'est à lui maintenant de montrer qu'il est bel et bien son fils. Il n'a qu'à passer les tests d'ADN. Donc, c'est ça qui pourra peut-être conclure le débat. Voilà, pour conclure le débat, ce n'est pas le débat de ce soir, ça c'est le débat par rapport à Joseph Kabila. En tout cas, ce n'était pas l'objet de l'émission de ce soir, mais tout simplement de se montrer, de vouloir comprendre la crédibilité autour du discours qu'il a distillé, en tout cas, dans la mémoire collective du peuple congolais. Ça, c'est le combat de l'homme, le combat d'éclaireur, le combat d'un combattant résistant, le combat de chef de peloton. Voilà que le commandant est mort ce soir, est mort aujourd'hui. Et donc, ces troupes, justement, continuent toujours à avancer. Ceux qui vont résister vont résister. L'essentiel, c'est d'arriver justement au but final. Avant de terminer cette émission, nous allons voir la question relative aux causes supposées, aux causes probables. Monsieur Honoré Ngwanda, bon, comme vous le disiez tous en tout cas, était un homme très discret, très caché. Rares sont des gens en tout cas qui le fréquentaient, probablement uniquement sa famille biologique. Même alors, sa famille biologique, il semblerait même que c'était choisi, en tout cas pour rencontrer M. Honoré Ngwanda, au regard justement du combat qui était le sien. Alors, mes chers amis, dites-nous, d'après vous, d'après vos analyses, quelles pourraient être les causes qui auraient vraiment amené M. Honoré Ngwanda à la mort aujourd'hui? Il est vrai que tout homme est appelé à mourir un jour, mais
sa position, en tout cas politique, à travers ses déclarations, à travers le milieu politique congolais, appelle quand même à certaines analyses, à certaines suppositions. Est-ce que d'une part, nous ne pouvons pas dire que Honoré Ngouanda serait, par exemple, assassiné par ses ennemis, d'une manière ou d'une autre? Monsieur Christophe Massamba. Ce n'est pas exclu. Nous disons que c'est une personne qui vivait cachée, qui était très discret, qui travaillait dans les coulisses, qui faisait des vidéos, mais qui faisait tout pour ne pas être repéré, parce qu'il savait, à la lecture de tout ce qui a été publié sur le Rwanda, nous savons que Karega, qui est l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, a été chassé de l'Afrique du Sud. Nous savons aussi que chassé de l'Afrique du Sud pour avoir aidé à l'assassinat des Rwandais sur place. Nous savons que le régime rwandais a assassiné beaucoup d'opposants, que ce soit en Ouganda, Kenya, tout ça. Même en Europe, même en Belgique, les opposants rwandais ne sont pas vraiment en sécurité. Comme le Rwanda est en train de mener une colonisation, occupation du Congo avec l'infiltration de ses armées, qu'est-ce qui ne nous dit pas que tous ceux qui essayent de résister à cette occupation sont des cibles? Donc moi, je ne douterai pas qu'il ait été... ce n'est pas une confirmation, mais c'est une possibilité qu'il ait été assassiné. Qu'il ait été assassiné, soit empoisonné par du poison, parce que l'élimination des élites fait partie des techniques bien affûtées par ceux qui règnent au Rwanda aujourd'hui. S'ils arrivent à faire ça des opposants rwandais, les opposants rwandais sont pris au même titre que les opposants des régimes qu'ils installent au Congo-Kinshasa. Donc, cela ne peut pas être exclu, même si on ne peut pas les confirmer comme ça, parce que pour confirmer que quelqu'un a été empoisonné, il faut faire une autopsie, ou bien il faut faire des enquêtes. Mais ça reste une des possibilités, étant donné que déjà, là, on a vu dernièrement, ils ont enlevé M. Sousa Bangui. Son nom m'échappe déjà, c'est Roussé Sabagina, je crois. Ils l'ont enlevé pour l'amener au Rwanda, à partir de Dubaï. Donc, ce sont des manières un peu rocambolesques, utilisées des méthodes criminelles utilisées par le régime rwandais. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller chercher à éliminer les élites congolaises qui les empêchent de régner à Kinshasa? Nous avons vu, il y a Lokondo qui vient de partir. Lokondo est mort subitement comme ça à Kinshasa. D'aucuns parlent d'empoisonnement. Aussi, autour de Ngouanda, il y a le pasteur Chumbu qui est décédé hier. D'aucuns parlent aussi d'empoisonnement. Donc, on ne peut pas exclure toutes ces possibilités. C'est de bonnes guerres, chacun avec ses armes, et surtout les Rwandais avec l'arme du poison, puisque si le poison est très utilisé dans l'espace congolais aujourd'hui, c'est parce que les Rwandais occupent le Congo, ils ont évidemment installé cette méthode chez nous. Donc ça reste une des possibilités. Je ne peux pas confirmer parce que pour ça, il faut vraiment des enquêtes et une autopsie, par exemple. Voilà. Enquête et autopsie, et pour nous départager justement, parce qu'en fait, les Congolais doivent savoir comment et pourquoi Honoré Ngouanda est décédé. Certains parlent du Covid, certains parlent de problèmes liés à ce qui était annoncé, maladie liée au cancer de la prostate. Mais entre guillemets, tout ceci ne sont que des déclarations d'hommes politiques, des annonces. Mais bon, si autopsie il y aura, nous serons fixés. Alors, professeur, je voudrais continuer dans la même lancée sur cette Bien question. sûr. Quelles seraient pour vous, en tout cas, les causes qui pourraient
amené que ça de manière inopinée, M. Honoré Ngwanda, dont on avait encore besoin dans cette lutte de la résistance. Qu'est-ce qui pourrait l'amener à la mort aussi subitement? Alors, d'après mes analyses, d'abord, il faut voir aussi le facteur âge. Monsieur Honoré Ngwanda nous a laissé à l'âge de 75 ans. Donc, dans les estimations, je pense que pour ma part, j'enlève l'hypothèse d'empoisonnement, j'enlève l'hypothèse des différentes pratiques qui dans le milieu, les différentes pratiques qui sont dans le milieu congolais. Donc, moi, je pense qu'il était vraiment bien protégé, mais il y a un constat. Ça fait un bon moment que ce M. Ngwanda a été diminué. Quand vous voyez certaines images, vous allez voir que ce monsieur est malade. Donc, on n'a pas à vous apprendre que quand vous regardez seulement dans le passé, vous allez remarquer que le monsieur a diminué, il doit être malade. Donc, d'ailleurs, même dans certaines vidéos, il a déjà dit, moi, je vais partir, mais j'aimerais bien que vous puissiez continuer mon combat. Indirectement, il nous disait que bientôt, je ne serai pas avec vous, mais c'est à vous de continuer ce combat. C'est un langage collé. Et aujourd'hui, je commence à réaliser que, parce que j'ai essayé un peu de révisiter encore certaines vidéos pour dire qu'il savait qu'il devait partir et il laissait des mots codés. Deuxièmement, c'est vrai qu'au Congo là-bas, les combats politiques est différent parce qu'il y a certaines pratiques qui sont vraiment illégales, mais je pense que d'après certaines sources, parce qu'il y a plusieurs sources que j'ai vérifiées, il est mort de cancer à l'hôpital au Maroc, à la ville d'Akbar ou Ikbar, quelque chose comme ça. Donc, je pense que ce n'est pas les poisons, mais c'est depuis un certain moment, il manifestait déjà les signes de départ. Ça, ce sont mes analyses. Je pourrais peut-être me tromper, mais c'est rare que je puisse me tromper. Et deuxièmement, pour nous, c'est-à-dire pour ceux qui sont attachés à la libération du Congo qui est occupé aujourd'hui, il faut retravailler ce qu'il nous a laissé pour qu'on sorte de l'esclavagisme de la RDC. Tout est possible, mais il nous faut des convictions parce que lui, son combat, c'était quoi? C'était l'éveil patriotique. Et c'est vraiment très bien cet éveil patriotique pour que nous puissions voir comment nous devons sortir de l'impasse qu'on nous a imposée par les adversaires de la RDC. Pourquoi? À cause de nos richesses. C'est à nous de chercher la souveraineté. Et Lumumba l'avait dit, Ngwanda dans l'éveil patriotique avait dit, et demain il y aura aussi d'autres futurs Ngwanda, futurs Lumumba, rien que pour libérer la RDC. Alors, M. Pascal Kamani, pour la même question, nous tendons vers la fin de l'émission. Pensez-vous que, bon, quelles seraient pour vous les causes qui pouvaient amener M. Honoré Ngwanda à sa mort annoncée depuis ce matin? Dieu que Monsieur Kamani, c'est à vous la question. À Votre moins réaction. que... Comment? C'est à vous la question. Oui. Alors, ouais, je dirais confirme quand même un bénéfice que l'autopsie la confirme. Même, je sais que c'est quelqu'un qui dérangeait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Donc, il faut savoir que M. Honoré Ngwanda, c'était le seul acteur politique congolais qui détenait des informations très sensibles du côté de nos ennemis. Il avait l'accès à toutes les informations. Donc, je sais qu'il y a peut-être un mois passé ou 2 mois
passé, il a donné de révélations importantes sur le système de communication au Congo qui était dicté ou géré par le Rwanda via une entreprise zambienne. Et on sait tous qu'il il avait annoncé le 29 mars qu'il allait s'adresser aux Congolais par un point de presse pour apporter certaines informations importantes pour la communauté congolaise, surtout de la diaspora. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être il y a des mobiles qui peuvent pousser à l'élimination physique de M. Honoré Ngwanda, puisqu'il faut s'appuyer sur les faits. Il faut savoir que non, l'armée rwandaise a vraiment occupé le territoire congolais. Ils sont dans tout le coin de la RDC et on parle maintenant de voir même de l'accomplissement peut-être des accords de l'Émirat. Donc, je pense que on est tous spectateurs du silence radio des autorités congolaises qui ne disent rien, qui, comme on dit, qui ne dit mot consent. Et puis, il y a quand même un rapprochement, on parle d'un rapprochement stratégique entre le Congo et le Rwanda. On a tous suivi la sortie médiatique du conseiller principal de Félix Tshisekedi au Rwanda, donc, qui était une sortie médiatique très tapageuse, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu quand même de problèmes sur cette déclaration, puisque ça a été suivi avec le décès de l'ambassadeur de l'Italie. Donc, je pense que tous ces faits-là sont de résultats de révélations de M. Honoré Ngwanda. Aujourd'hui, tous les Congolais ont quand même dans leur pensée ses idées, ses messages, et surtout l'essentiel de son combat. Je pense qu'on ne doit pas se laisser faire, on doit quand même multiplier nos efforts et surtout nous rassembler pour vraiment essayer de résister et voire même chasser les occupants qui occupent notre pays jusque dans nos lits, vraiment surtout dans la capitale. Il y a vraiment concentration de beaucoup de Rwandais, parce qu'avec le Rwandais qui fait des allers-retours 6 fois par semaine, donc on est tous conscients qu'il y a beaucoup de Rwandais qui viennent au Congo. Et moi, je pense que M. Honoré Ngwanda, certainement, il avait quand même d'autres révélations à faire dans son message du 29 mars prochain, puisqu'il y a eu quand même des affiches, ça a circulé partout. Donc, sûrement qu'il y a eu quand même une raison de le faire taire, comme il a échappé aussi à plusieurs tentatives d'assassinat. Je pense que si certaines personnes disent qu'il a été assassiné, je dirais que non, oui, c'est possible qu'il y a eu un assassinat en la personne de M. Honoré Ngwanda. Donc, ça c'est votre point de vue. Vous êtes pour la thèse de l'assassinat, soit par un empoisonnement ou par une autre méthode. On ne peut pas exclure le fait d'être assassiné par les ennemis de la République de notre pays. Voilà, merci beaucoup. Nous avons fait le tour en tout cas sur les différentes questions. Il nous reste la dernière question en tout cas pour terminer cette émission en 5 minutes. Nous avons déjà presque atteint le timing de notre émission de ce soir sur hommage à Honoré Ngwanda, cet homme justement qui a lutté pour le combat de libération, le combat contre l'annexion, le combat contre les occupants, le combat contre les usurpateurs de la nationalité congolaise. Le message qu'il a laissé, c'est celui-là, et donc tous les Congolais sont très avertis en tout cas. Que les dubitatifs justement commencent à réfléchir ce soir, parce qu'après tout, c'est un fils du Congo qui s'en est allé ce soir. C'est une bibliothèque qui s'en est allée avec beaucoup d'archives qu'on n'a pas pu encore exploiter.
Mais nous espérons que le peu qu'il a laissé, nous pourrions toujours nous en servir. Pour terminer cette émission, je vais demander à vous trois, en tout cas, de réagir chacun à votre tour sur l'héritage de cet homme. Qu'est-ce que nous aurons retenu? Qu'est-ce que les Congolais auront, en tout cas, retenu de son combat? Que deviendra sa famille politique, la Pareco, dont on n'a pas parlé ce soir? La Pareco est restée justement orphelin ce soir, y compris le peuple congolais, tous les combattants, tous les résistants à travers la diaspora, à travers le monde, y compris ceux qui sont au Congo. Parce que dans son combat, très souvent, il parlait des gens qui sont à l'intérieur. Les gens qui travaillent pour les services d'information. Est-ce que ces gens qui sont à l'intérieur, qui donnaient des informations à M. Honoré Ngwanda, auront-ils encore le courage de transmettre les mêmes informations? Et à qui ils vont transmettre l'information? Et c'est cela la question justement liée à l'héritage, à la crédibilité. Voilà, nous allons terminer cette émission, mes chers amis, en 3 minutes. Essayez de réagir chacun de votre côté. Dites-nous, en tout cas, qu'est-ce que nous pouvons garder de Honoré Ngwanda ce soir et que deviendra sa famille politique? Je commence par le professeur. Oui, moi je pense que M. Honoré Ngwanda, il était un leader qui a apporté la lumière à la communauté congolaise, qui a apporté la lumière à l'opinion publique. Et son combat, je pense qu'aussi longtemps que le Congo n'est pas encore libéré, son combat doit continuer rien que pour libérer le Congo de l'occupation. Donc, je salue sa mémoire avec respect. Merci Christophe Massamba pour terminer l'émission. Même question. Avez-vous une réaction? Oui, je dis qu'il a laissé 3 choses. Hein. La première, c'était toutes les précisions qu'il a portées sur des sujets importants. Et puis, la deuxième chose, c'est que avant, on disait, il y a des gens qui avaient dit que si vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Je crois que Ngwanda, il a beaucoup publié et il a donné le goût à beaucoup de Congolais d'aller lire. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais commencent à acheter des livres et ça, c'est un actif de Ngwanda, ça je veux le dire. Mais pour ce qui est de la Pareco, moi je suis certain que le combat positif qu'il a mené et les gens qui l'ont suivi et qui étaient avec lui, des amis très fidèles, des adeptes, enfin des militants très fidèles, vont continuer parce que c'est un combat noble. Et je dis qu'il mérite vraiment une reconnaissance nationale. Voilà. Monsieur Pascal Kamani, pour terminer. Oui, je sais que M. Honoré Ngwanda, moi je pense que surtout je voulais m'adresser à la communauté congolaise puisque on a toujours été traité d'amnésique. Il faut qu'on essaye de nous rappeler toujours de ces messages, puisque surtout qu'il nous a laissé ses écrits, ses œuvres. Il y a des messages, il a fait beaucoup de vidéos pour la cause congolaise, puisque il faut savoir que non, c'est un héritage, son message est un héritage suprême, puisqu'il a toujours insisté sur l'intangibilité du territoire de notre pays, qui est un devoir sacré pour tous les Congolais. Je pense qu'on doit vraiment se rappeler de ce message-là. Ça doit nous réconforter, nous donner encore beaucoup de détermination pour continuer ce combat. Parce que le combat a pris quand même a pris de l'ampleur, puisque même au milieu de la classe politique congolaise, surtout ceux qui sont dans les institutions là-bas, le mégotier, les gens qui sont à la merci du pouvoir rwandais, ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a occupation de notre pays. Donc, sauf que ils peuvent pas le dénoncer par peur ou par choix de travailler dans ces systèmes et se soumettre.
Donc, je pense que M. Honoré Ngwanda, c'est quelqu'un d'exceptionnel. J'ai beaucoup apprécié sa grandeur d'esprit, son courage, sa détermination, sa loyauté. Je pense que c'est un exemple pour beaucoup de Congolais qui aujourd'hui s'élèvent pour défendre la souveraineté de notre pays. Merci. Merci en tout cas, chers amis. Merci de votre présence à cette émission. Hommage à Honoré Ngwanda. Cet homme qui va combattre justement le tribalisme, l'occupation et la balkanisation du Congo. L'hommage que nous faisons ce soir, justement, il mérite cet hommage, c'est digne pour la grandeur de l'homme, pour son combat. N'eût été lui, la plupart des Congolais ne seraient pas avertis aujourd'hui que le Congo était menacé de l'extérieur, à partir de l'Est. Ces messages incessants, justement, ont édifié la plupart des gens, y compris même des non-Congolais. Les Africains ont appris beaucoup sur le Congo à travers les déclarations d'Honoré Ngwanda. Ça, nous le savons. Mais l'acquis que les Congolais devraient garder, justement, c'est le message de l'homme. C'est-à-dire lutter pour garder le Congo intact. Faire en sorte que les ennemis du Congo soient repérés et les mettre hors d'état de nuire. C'est ça le message d'Honoré Ngwanda. Ce message, justement, que les familles de la Pareco continuent dans cette lancée d'Honoré Ngwanda. Parce que de là où il est, il continue à regarder justement le combat que ce fils mène pour la sauvegarde de l'intégrité nationale congolaise. Nous espérons que ceux qui nous écoutent ce soir auront appris quelque chose sur l'homme. Nous n'avons pas tout dit parce que nous ne connaissons pas tout sur l'homme. Et donc, nous vous invitons, messieurs, à d'autres émissions auxquelles nous allons organiser pour d'autres sujets au regard de la situation qu'Honoré Ngwanda avait dénoncée à l'est du Congo et dans les manières dont le gouvernement congolais fonctionne. N'hésitez pas à aucun moment justement de nous appeler pour organiser notre plateau pour lequel nous aurons vraiment le grand plaisir de discuter pour élucider le peuple de Dieu. Et donc, messieurs, je ne peux que vous remercier. Je ne peux que vous dire merci d'être passé à cette émission. Toute l'équipe de notre station vous remercie. Nous espérons que vous êtes tous contents. Nous avons fait une belle émission ce soir. Et donc, toute la régie, toutes les personnes qui m'entourent ici ont appris beaucoup de choses. Les non-congolais, tout comme les Africains qui sont autour de moi, sont contents justement du débat avec le panel de ce soir. Merci, messieurs, pour votre présence. Merci, messieurs, parce que vous avez donné votre temps, tout en espérant que demain ou après-demain, nous allons refaire un autre plateau pour parler de la République démocratique du Congo, parce que ce pays est très important pour le monde. Franck Fanon l'avait dit, le développement du Congo viendra du Congo. Le Congo a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Voilà, c'est un message fort. Préservons le message et la mémoire d'Honoré Ngwanda. Merci. À très bientôt pour tout ce que nous avez suivi ce soir. Au revoir. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none.
developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.